22 juin 2168. Température extérieure en France à 10h du matin, 49 degrés. Le nombre de morts dus aux fortes chaleurs ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Les plus fragiles ont quasiment tous succombé. Bébés, jeunes enfants, personnes de plus de 55 ans. Cette année, les températures ont atteint des records. Il n'est que 10h du matin. Il fera plus de 56 degrés cet après-midi en France. L'humanité a réussi à s'adapter à des températures plus chaudes qu'auparavant, mais pas aussi extrêmes. Et nous ne sommes qu'en France. Les populations de l'hémisphère sud ont soit migré vers l'Amérique du Nord, ou vers l'Europe, ou bien péri, car elles n'ont pas pu quitter leur pays par manque de moyens. Des pays comme la Colombie, la Tanzanie ou encore l'Australie, vides, complètement vides, cuits sous des températures atteignant parfois les 65 degrés Celsius. Aucun organisme vivant ne peut supporter cela. Le sol non plus. Des villes côtières telles que Jakarta en Indonésie, Miami et New York aux États-Unis, ou encore Lagos au Nigeria, complètement rayées de la carte depuis longtemps à cause de la montée des eaux. L'humanité a su s'adapter durant de nombreuses années. Mais il arrive un stade où ni les humains ni la planète Terre ne peuvent s'adapter. Malheureusement, il ne s'agit pas que de chaleur extrême ou de montée des eaux. Non, il s'agit également d'ouragans et de tornades à répétition, des tempêtes, d'incendies, d'inondations, des tempêtes de sable et de poussière. La poussière, omniprésente. Dans les maisons, les magasins, sur les vêtements, les draps, dans les poumons. Il y a des taux de pollution si élevés dans les grandes villes qu'aujourd'hui plus d'un adulte sur 3 est asthmatique et tous les nouveau-nés naissent ainsi. Quant au taux de cancer des poumons, celui-ci est de plus de 35% en général et atteint plus de 60% dans les mégalopoles. La population se meurt, la Terre aussi. Alors que nous étions plus de 10 milliards en 2050 et 15 milliards en l'an 2100, nous ne sommes aujourd'hui plus que 4 milliards d'humains. Non pas juste à cause de la chaleur, des catastrophes naturelles ou des maladies respiratoires dues à la pollution de l'air, mais aussi à cause du manque de ressources. Oui, les fruits et légumes se font rares, très rares. Les poissons aussi, s'ils n'ont pas été contaminés. La viande ? Elle a été beaucoup trop consommée. Ce qu'il reste aujourd'hui relève du luxe. Malgré une diminution plus que drastique de la population mondiale, les ressources se font tellement faibles que le peu de nourriture restante n'offre pas une alimentation assez variée et assez nutritive. Les organismes s'affaiblissent. Ce manque de ressources s'explique tout simplement par la surexploitation des sols ces 2 derniers siècles, mais aussi de leur assèchement total dû à l'augmentation des températures. Il y a 2 fois moins d'arbres sur Terre qu'il y en avait il y a 150 ans. La pluie, elle se fait de plus en plus rare. Et depuis des années, c'est de la pluie acide qui tombe parfois dans certaines régions du monde. Tous se meurent. Les terres, les mers, les forêts, les champs de culture, l'air, les animaux, les humains. L'eau, c'est peut-être la seule ressource restante encore suffisante. Et pourtant, nous avons essayé. Mais quand nous avons essayé, nous, humains, c'était trop tard. Le mal était déjà fait. Les efforts ont été vains, car nous avons toujours repoussé en pensant que ces horribles prévisions ne seraient vraies que bien plus tard. Nous avons essayé, mais tout est allé si vite que rapidement, la situation globale s'est avérée incontrôlable. Certains pays ont plus tenté que d'autres, mais malheureusement, alors qu'ils auraient tous dû s'unir, de nombreuses guerres mondiales n'ont fait qu'accélérer les dégâts causés et mis la préoccupation environnementale de côté. Pendant longtemps également, le métaverse, ce nouveau monde virtuel, semblait être une solution.
Mais cela n'a engendré qu'exclusion sociale et un déni absolu de ce qu'il se passait vraiment sur notre planète. Non, le rêve virtuel n'a pas duré. Et aujourd'hui, nous y voilà. Je m'appelle Léonie et je suis une scientifique française. Demain, ce sera mon premier jour sur Mars. Notre premier jour sur Mars. À moi, mais aussi à 1000 autres terriens. Nous serons les premiers à réellement coloniser cette planète, cette terre promise, qui est aujourd'hui l'unique espoir d'un possible renouveau. L'espoir de sauver l'humanité. 1000 personnes de tous âges, de toute origine, toute profession et tout pays. En 2168, toute la population est bilingue et parle anglais et mandarin. Le français, l'espagnol ou encore le polonais et le japonais, ce sont des langues mortes. Au moins, nous pourrons tous communiquer dans ce nouveau monde unifié. Demain sera le jour 1 et nous travaillerons ensemble, 1000 humains, avec au sommet une équipe de 10 personnes en tête du projet Mars 1000. Moi et 9 autres scientifiques, biologistes et ingénieurs sélectionnés venant de Chine, d'Inde, de Russie, des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, de Norvège et d'Angleterre. Malheureusement, en 2168, plus personne ne représente les pays d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, ou encore de certains pays d'Asie ou d'Océanie. Quant aux îles, n'en parlons pas. Voilà la situation actuelle. Mars est en vue. Nous nous approchons. Premier jour sur Mars. Je me réveille dans mon bâtiment gonflable sous pression. Ces bâtiments où nous vivons tous, du moins pour le moment. Nous sommes arrivés dans la nuit sur cette planète froide, désertique et poussiéreuse. C'est le premier matin du jour 1. J'aperçois de ma fenêtre le soleil qui apparaît étrangement 2 fois plus petit en taille que sur Terre. Et pourtant, Mars est plus éloignée du soleil, car elle est la 4e planète la plus proche de l'astre. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ce que je ressens. Ce n'est pas du stress. Non, pas du stress comme j'ai pu le ressentir au début de ce voyage. Stress que j'ai pourtant dû apprendre à refouler. Car après tout, comment rassurer 990 autres personnes qui comptent sur moi, sur nous 10, les personnes du sommet, si je ne montre pas le bon exemple? J'ai dû avoir les épaules fortes. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me sens euphorique, ou même heureuse. Excitée, certes, car être au sommet de ce projet fou, ou faire tout simplement partie des 1000 personnes élues, est tout simplement incroyable. Soulagée aussi d'y être arrivée, de ne plus vivre enfermée dans un vaisseau pendant de si longs mois, avec la plupart du temps, seule l'obscurité et le noir infini comme vue de ma fenêtre. Pleine d'espoir? Oui, l'espoir de mener à bien notre projet et de construire la première civilisation sur Mars qu'il n'ait jamais existé. Celle d'accueillir tous les autres terriens en détresse d'ici 1000 jours, si tout se passe bien. Celle de sauver l'humanité, sauver mes proches restés sur Terre, celle de voir grandir de nouveaux bébés sur Mars. Pas seulement les œufs transportés, mais peut-être de véritables bébés conçus sur Mars. Un jour, peut-être. L'espoir, oui, je dirais que c'est ma seule et unique motivation à l'heure actuelle. Mes collègues du sommet, eux, sont sans doute pareils. Nous avons tous dû laisser nos proches sur Terre. Emmener nos partenaires et enfants respectifs nous aurait perturbés. Nos rôles, ceux de responsables du projet entier, sont trop importants. Nous avons dû tout laisser derrière nous, sans la garantie absolue que tout fonctionne à 200%. Car malgré les technologies pointues d'aujourd'hui, il s'agit de la toute première colonisation et le temps n'est pas avec nous. La planète se meurt. Nos proches peuvent tous mourir.
La situation devient urgente. Nous avons donc la pression du temps. Chacun d'entre nous, dans le sommet, doit avoir un rôle essentiel de rassurer les autres colons. La peur ? Bien sûr que nous la ressentons dans le fond. Sans doute chacun d'entre nous. Mais nous devons paraître forts en toutes circonstances. Nous y arrivons tous. Certains plus que d'autres. Quant à toutes les autres personnes du vaisseau, toutes les émotions se font ressentir et sont confondues. Il y a les euphoriques, heureux et soulagés d'être enfin arrivés sur la terre ferme, qui représente peut-être 70% des personnes. La majorité d'entre eux sont en présence de leurs conjoints et ou de leurs enfants et sont parfaitement conscients de la chance qu'ils ont de ne plus être sur Terre, où la plus grande partie des terriens vivent un enfer. Il y a ensuite à peu près 25% de personnes qui ont très peur, ont ressenti le besoin urgent de consulter les psychologues du vaisseau. Ces personnes sont passées par des crises de larmes, voire d'angoisse et de panique. Elles se sentent perdues, déboussolées. La plupart d'entre eux sont des adolescents, car ils ne sont plus dans l'insouciance de l'enfant et ont la sensation d'avoir leur vie volée. Ils ont des souvenirs parfaits de leur enfance et début d'adolescence sur Terre, avec de moments certes négatifs mais aussi positifs qu'on ne peut négliger. Ils ont connu la fête, les technologies dernier cri, les jeux vidéo, les plaisirs de la vie, de la nature, enfin, selon où ils ont vécu, de ce qu'il en restait. Mais surtout, ils savent qu'ils ne reverront jamais cette planète et ne pourront pas y évoluer en tant qu'adultes. Ils sont alors confus et n'étant pas encore adultes ou matures, manquent de confiance en eux. Ils ont besoin d'être rassurés. De plus, ces derniers n'ont pas eu le choix de partir. Ils ont quitté la Terre pour suivre leurs parents, ont été forcés et ils n'ont toujours pas accepté leur situation. Enfin, les 5% restants sont certainement les cas les plus graves. Ce sont les personnes qui regrettent leur choix. Il s'agit de peur, certes, mais encore plus forte que cela, l'expression d'un regret immense, celui d'avoir quitté leur planète et d'avoir laissé derrière eux partenaires et enfants. Il s'agit d'ailleurs davantage de fermiers, cuisiniers ou bricoleurs et jardiniers qui ont dû laisser leurs proches de côté et ne se sentent pas assez importants, bien qu'ils le soient totalement comparés aux scientifiques ou chercheurs. Bien que leur rôle soit essentiel, ils ont l'impression qu'ils ne sauveront pas le monde et n'ont plus l'espoir que leurs proches seront les prochains à venir pour les futurs vaisseaux de colonisation. Nos muscles sont tout fatigués. Après 7 mois de voyage, tout le monde souffre des effets de la gravité. Nos muscles sont donc plus faibles. 1 semaine d'adaptation est nécessaire. Quant à la gravité sur Mars, celle-ci est environ 1/3 comparée à celle de la Terre, 38% pour être exact. Il faudra apprendre à marcher à nouveau sur notre nouvelle planète rouge. Nous avons donc une première semaine pour nous acclimater à ce nouvel environnement si différent, physiquement mais aussi et surtout mentalement. Cette première semaine est passée plutôt lentement. En effet, nous sommes tous restés dans nos vaisseaux afin de nous reposer et laisser le temps à nos organismes et nos muscles de s'adapter. Bien entendu, tout le monde a tout de même eu ses propres tâches à effectuer, notamment nous, ceux du sommet. Contrôle de la météo extérieure, vérification de toute l'électronique, communication avec la Terre, revue de chaque planning, règlement et contrôle de tous les robots, mais également un gros check-up médical pour tout le monde. Les médecins ont eux aussi eu beaucoup de travail. Mais désormais, la priorité numéro 1 est de déballer tout le matériel. L'avantage est qu'il est beaucoup plus facile de transporter toute charge lourde sur Mars, la gravité étant de 38% celle de la Terre. Ensuite, les premières missions à effectuer seront de commencer à tester et débuter la production de combustible, cryométhane, et de commencer à cultiver les plantes intérieures. Nous autres scientifiques avons travaillé durant des années sur Terre afin de développer des plantations génétiquement conçues pour pousser sur Mars.
Les premiers essais commenceront avec des cyanobactéries transportées depuis la Terre. Tomates, carottes, pommes de terre, radis, seigles, haricots pousseront sur Mars. Quant aux déchets des Martiens, ils seront également recyclés afin d'être ensuite utilisés comme engrais pour les cultures. Ces plantations seront créées à l'intérieur, dans des serres protégées. Il s'agit du premier plan afin de nourrir les 1000 premiers arrivants sur Mars. C'est la culture hydroponique, c'est-à-dire une culture dans une solution minérale et nutritive, sans sol. En effet, sans eau à la surface de la planète, notre colonie ne peut produire que 20% seulement de la nourriture dont nous avons besoin. Le reste est dans nos réserves depuis la Terre. Mais il s'agit seulement de nourriture sèche, comme de la viande ou sous forme de poudre, de la poudre d'insectes, de légumes, de fruits, de soupes diverses. Tout est sec. Mais tous les 7 mois, des vaisseaux de ravitaillement seront envoyés depuis la Terre. Ces provisions ne pourront être envoyées que tous les 7 mois, en raison de la fenêtre de lancement des robots. Mais sur le long terme, l'objectif est bien entendu de cultiver également des fruits et légumes à l'extérieur, directement sur le sol martien. Sur Terre, nous avons découvert que la biomasse possède des micro-organismes qui rendent la vie et la croissance possibles afin de fertiliser le sol martien. Comment ? Avec une solution nutritive qui sera directement projetée sur les racines. En attendant, nous avons les ressources du vaisseau ainsi que les récoltes qui ont déjà poussé durant notre trajet Terre-Mars dans les vaisseaux. Oui, dans cette planète sèche et pour l'instant sans vie, il n'y a pour l'instant pas encore le sol fertile pour y faire pousser quoi que ce soit. J'entends de violents coups retentir à ma porte. Je me réveille en sursaut, les yeux encore à moitié fermés. Mais le cœur battant soudainement la chamade. Je saisis mon réveil, 5h37. Non, je suis pas en retard. Ma journée de travail commençant normalement tous les jours à 7h. Mon réveil n'est pas censé sonner avant 6h15. Je me lève donc rapidement, j'ouvre la porte. Tobias est là, le regard vide, le teint pâle, la bouche semi-ouverte et l'air embarrassé. Je comprends alors immédiatement que quelque chose ne va pas. Mes yeux parlent alors d'eux-mêmes et le questionnement. Martin, l'un des 30 cuisiniers de la section, s'est suicidé durant la nuit. Aucun son n'est sorti de ma bouche pendant probablement au moins 5 secondes. 5 longues secondes durant lesquelles Tobias et moi, nous sommes fixés. Droit dans les yeux, l'air triste. Nous avions prévu que cela pourrait malheureusement arriver, surtout au début, me dit Tobias. Et il n'a pas tort. Quitter la Terre pour vivre sur Mars et s'y installer du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à tant de changements soudains. Comment ? C'est la première question que je pose à Tobias. Ce à quoi il me répond, il est simplement sorti sans sa combinaison. Les témoins de sa section ont entendu le bruit de la porte et l'ont vu de la fenêtre. Mais c'était déjà trop tard. Car oui, je le rappelle, l'oxygène de Mars n'est pas encore respirable, mais toxique. Et en cette nuit du 8 juillet, la température extérieure ne dépasse pas les moins 50 degrés Celsius. Il s'agit du premier colon mort sur Mars. Nous savions que Martin se sentait mal et il était pourtant suivi par Maddie, l'une des 5 psychologues du vaisseau. Mais il ne montrait pas de signes autres que l'anxiété d'être ici. De nouvelles mesures d'accompagnement encore plus poussées seront mises en œuvre à l'avenir. Plus tard dans la matinée, Martin sera incinéré et une réunion aura lieu entre les membres du sommet. L'objectif ? Être encore plus vigilant et présent pour les personnes souffrant de stress, de peur ou toute autre forme de mal-être.
Les serres sont maintenant bien finalisées et les premières graines ont été plantées. Nos muscles ont commencé à s'adapter à la gravité. La production de combustible a commencé. Les personnes souffrant d'anxiété semblent toutes se sentir mieux et nous avons mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que chacun se sente bien. Un renforcement des rendez-vous psychologiques, plus de réunions, d'écoute et de communication, plus d'observation et de surveillance, mais également plus de divertissement. Les rares proches de Martin sur Terre ont été prévenus. Mais celui-ci n'avait malheureusement plus de femmes, d'enfants ou de familles vraiment proches. Ces derniers sont tous décédés sur Terre il y a quelques années. C'était un homme assez solitaire, proche de la quarantaine, plutôt discret et désinvolte. Nous avons tous été beaucoup affectés par cette nouvelle. Mais la vie doit suivre son cours. Concernant nos cargaisons, celles-ci ont rapidement été déchargées. Les panneaux solaires, l'oxygène, l'eau, le carburant de secours, la nourriture déshydratée, les combinaisons spéciales, les médicaments et autres matériels médicaux, les outils et équipements, les matériaux de gestion de déchets. Tout est set-up depuis une semaine. L'avantage avec 1000 personnes et une parfaite organisation des sections, c'est qu'on avance rapidement. Chaque personne sur Mars est qualifiée dans son domaine, dans ses tâches, et sait en avance ce qu'elle doit faire. En plus de cela, nous avons bien sûr nos robots de dernière technologie. Ils ont déployé les panneaux solaires et maintenant ils commencent à percer les gisements d'eau glacés et extraire le CO2 de l'atmosphère de Mars, ainsi que l'hydrogène en extrayant l'eau glacée de Mars. Il va ensuite falloir chauffer les éléments et créer de la pression afin d'obtenir de l'eau, de l'oxygène et du méthanol. En effet, l'objectif à long terme est de complètement terraformer la planète Mars, autrement dit rendre Mars identique à la Terre, lui créer des sols fertiles, mais surtout une atmosphère semblable à celle de la Terre. Il le faut, car celle de Mars est composée de dioxyde de carbone à 95%. Et Mars ne possède pas de champ géomagnétique global. Le niveau de radiation est 2,5 fois plus haut que celui de la Station spatiale internationale. Nous ne pouvons donc pas supporter tous ces rayonnements solaires. Il faut donc créer à Mars une atmosphère. C'est la raison pour laquelle extraire les eaux glacées de Mars permettra de créer de la vapeur d'eau, qui rendra l'atmosphère de plus en plus épaisse. À long terme, on pourra voir de la pluie et même de la neige sur Mars. Tel est l'objectif. Après quelques centaines d'années, les humains pourront enfin respirer sur Mars sans combinaison. La terraformation sera alors complètement finie. La glace d'ammoniac importée d'autres atmosphères des autres planètes servira à réchauffer la planète rouge. En effet, la chaleur va convertir la glace sèche située dans le pôle nord martien en gaz, ce qui offrira également une atmosphère à Mars. Grâce à cela, il sera aussi possible de ne plus porter les combinaisons spatiales à l'intérieur des habitats. Nous vivons sous terre, dans des maisons en forme de dôme, tout de même visibles en surface, que nous avons fini de mettre en place. Ces maisons sont fonctionnelles et nombreuses. Nous devons porter les combinaisons à l'intérieur également. Se déplacer reste toujours compliqué. Sommes-nous sortis ? Oui, la majorité d'entre nous avons dû sortir afin de tout mettre en place. Une combinaison spatiale est nécessaire pour cela. Il faut se protéger des radiations, mais aussi nous garder au chaud. Car il fait très froid sur Mars. Les températures extérieures peuvent descendre jusqu'à moins 55 degrés Celsius. Il fait même encore plus froid dans les pôles, où le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 153 degrés Celsius. La vie poursuit son cours. Chaque section s'occupe de ses tâches quotidiennes. Nous, les 10 membres principaux et en direction du projet Mars 1000, nos journées types consistent principalement à contrôler et diriger chaque section. Bien entendu, chacune de ces sections est elle-même dirigée par un responsable en chef. L'organisation est très importante. Rien ne doit être laissé au hasard. Nous, l'équipe du sommet, devons également tenir des rapports écrits et oraux chaque jour à la Terre, afin de les tenir au courant de nos avancées.
Nous devons aussi surveiller de près l'évolution des 5000 œufs dans les incubateurs exportés depuis la Terre. À savoir que sur les 5000 œufs, il est estimé que seulement 30% d'entre eux devraient réussir à survivre dans de telles conditions. Chacun d'entre nous au sommet est responsable d'une section principale, en particulier à manager. Moi, Léonie, je suis responsable des scientifiques avec Tobias, norvégien, Lynn, chinois et Olga, Russie. Quant à Matt, États-Unis, Ava, Angleterre et Ganesh, Inde, ils sont en charge des ingénieurs, astronautes et architectes. Enfin, pour la section des biologistes, la Canadienne Olivia et l'Allemand Helmut sont en charge. Parmi les 999 personnes que nous sommes maintenant dans la colonie, voici comment se divisent les sections exactement. La section des scientifiques se compose de 50 personnes, la section des ingénieurs, des astronautes, mais aussi des architectes de 100 personnes, le groupe de biologistes de 50 personnes, les jardiniers et botanistes, eux, sont au nombre de 100, les fermiers représentent 100 individus, le secteur médical incluant chirurgiens, docteurs, dentistes, kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes, pédiatres, dermatologues, gynécologues, sages-femmes et infirmiers compte plus de 150 personnes. Il s'agit de la plus grosse section du projet Mars 1000, après celle des enfants et adolescents. On compte ensuite 75 bricoleurs et techniciens. Il y a 15 chercheurs, 10 sportifs extrêmes, mais aussi 20 coachs sportifs. 29 cuisiniers seront présents, ils étaient 30 à la base. 10 explorateurs et aventuriers sont présents. L'éducation reste importante et l'école se poursuit. 20 professeurs jouent leur rôle. Il y a 50 militaires avec des connaissances scientifiques. 20 animateurs pour adultes et enfants, musiciens, comédiens, chanteurs, peintres, animateurs pour enfants, danseurs, photographes, magiciens, professeurs de yoga. Enfin, on dénombre un total de 200 enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Le colon le plus jeune a 3 ans. Le plus âgé, le chercheur américain Mike, en a 57. Bien sûr, tout le monde est multitâche et se partage les missions ménagères journalières selon un planning bien précis. Et la plupart des personnes ont plusieurs compétences. On retrouve des coiffeurs improvisés parmi les animateurs, les adolescents ou les militaires, mais aussi des masseurs parmi les kinés, ou encore des écrivains autodidactes parmi les fermiers ou les chercheurs. Car oui, le but de ces colonies sur Mars est bien entendu de survivre, mais l'objectif principal est de vivre, de ne pas perdre tout ce que les humains ont créé, fait. Comment ils se sont divertis et épanouis pendant des milliers d'années. Les loisirs, les plaisirs, la musique, l'art, l'écriture. Nous faisons et ferons encore en sorte que toutes ces belles choses durent dans le temps, même sur une nouvelle planète. L'objectif n'est pas de tout digitaliser et encore moins robotiser. Tout ne doit pas se façonner à ce nouveau monde si différent de la Terre. Quant aux sections précédemment citées, toutes ont leur importance. Toutes sont même vitales au bon fonctionnement de nos quotidiens. D'abord, les scientifiques et les chercheurs, nous démenons chaque jour à analyser et interpréter les résultats des prélèvements des robots chercheurs. Il s'agit de robots qui fouillent le sol de Mars et extraient des échantillons. Ou encore, nous étudions le climat martien, recherchons toute forme de vie potentielle comme des bactéries, ainsi que la présence d'autres micro-organismes différents de ce que l'on pourrait connaître. Il y a beaucoup plus de travail qu'il n'y paraît. Nous entreprenons également des recherches quotidiennes pour les possibilités de culture directement sur le sol martien. C'est d'ailleurs un point sur lequel nous avançons grandement. Nous allons commencer à planter les premières graines dans quelques jours grâce à notre solution nutritive pulvérisée directement sur les racines. Ensuite, les ingénieurs, astronautes et les architectes sont encore plus polyvalents. Ils font certainement partie de la section qui a le plus de travail le premier mois afin de construire chaque habitat
et s'occuper des choses les plus importantes à l'atterrissage du vaisseau. En ce moment, il travaille d'arrache-pied sur les futurs projets de transport qui seront des véhicules légers roulant à l'hydrazine ainsi qu'un chemin de fer souterrain avec un train à suspension magnétique. Ce train permettrait de relier chaque habitat des colonies. Cela va changer notre vie à tous, notamment car très bientôt, un nouveau bâtiment extérieur pour la culture des plantes verra le jour. Mais également un autre dédié au sport et loisirs et un pour la recherche. Il n'y aura donc plus besoin de sortir et de porter sa combinaison de protection afin de rejoindre chaque bâtiment. Poursuivons avec un grand groupe, divisé en plusieurs sections. Les biologistes, jardiniers, botanistes et fermiers. Tous ces individus travaillent en fait main dans la main au quotidien. Les biologistes effectuent de nombreuses recherches et analyses. Les jardiniers et botanistes plantent et les fermiers cultivent. Ces derniers sont également en lien étroit et direct avec les cuisiniers. C'est grâce à ce groupe que nous pouvons manger et donc survivre. Car oui, il faut nourrir plus de 999 personnes par jour. Et encore plus dans quelques mois avec les œufs à venir. Pour l'instant, tout se passe bien. Nous avons encore beaucoup de stocks de nourriture sèche disponibles. Nos plantations de la serre du vaisseau depuis le départ de la Terre ont bien grandi et certains légumes poussent même à foison. Quant aux nouvelles cultures sous serre hors vaisseau, celles que nous avons plantées dès notre arrivée sur Mars, dans les serres, elles ne sont pas encore prêtes, mais ont commencé à pointer le bout de leur nez bien avant nos prévisions. Enfin, si les cultures directement sur sol, en extérieur, sont concluantes, nous devrions pouvoir commencer à manger 100% local d'ici 11 mois. Quant à l'eau, celle-ci est extraite des glaciers. Les réserves sont tout simplement immenses. Mais l'objectif à long terme est de récolter l'eau de pluie quand Mars sera complètement terraformé. Vient ensuite le secteur médical. Après les enfants et adolescents, il s'agit de la section la plus importante numériquement. Et c'est bien entendu une section vitale pour notre vaisseau. Entre les radiations, la capacité d'adaptation nécessaire, la fatigue, mais également l'isolement spatial, les corps physiques, mais surtout la santé mentale, sont mis à rude épreuve. Sans compter les douleurs musculaires, l'adaptation à une nourriture sèche récurrente, et bien sûr les classiques rhumes ou petits bobos comme on pourrait en avoir sur Terre. Pour le moment, les chirurgiens n'ont heureusement pas dû effectuer d'opération. Ils aident donc les autres membres du personnel médical ou rédigent leur thèse sur l'adaptation du corps humain sur Mars. Les recherches, rédaction d'articles, de revues, de livres ou de thèses scientifiques, mais également sociales et comportementales sont de rigueur sur Mars. Cela permet d'avoir de nouvelles idées, de garder une trace de cette première colonisation, mais aussi de passer le temps. Des check-ups médicaux réguliers sont également organisés, car même des simulations ont été faites sur Terre dans le passé. On ne peut pas prédire les réactions physiques de tous les organismes sur une planète certes semblable à la Terre, mais pas vraiment propice à la vie pour nous, terriens. Qu'en est-il des bricoleurs et techniciens ? Ce personnel très qualifié intervient chaque jour, que cela soit pour aider les ingénieurs et architectes dans leurs projets, tout comme pour tout travail manuel à effectuer ou élément à réparer. Les sportifs extrêmes, eux, ont été sélectionnés pour leur capacité physique plus forte et donc plus apte à s'entraîner dans un environnement si différent, notamment concernant la gravité. Les muscles ont tous dû se réadapter. Ils aident les coachs sportifs à aider les autres colons dans leurs pratiques sportives. En effet, même sur Mars, il est primordial de pratiquer une activité physique régulière et de garder une routine, non seulement pour la santé physique mais aussi morale. N'oublions pas que sur Mars, il n'y a pas d'arbres ou de verdure, ni de forêt. On ne court pas non plus dehors, ou dans les parcs et jardins, on ne se balade pas au bord de la mer ou d'un lac. La santé mentale étant primordiale, les coachs et sportifs divers animent donc des cours de stretching, de yoga, mais aussi de fitness, de méditation guidée et de pilates tous les jours. Et ce pour les adultes comme pour les plus jeunes. Ces cours d'éducation sportive et spirituelle
ont lieu tous les matins et tous les soirs, à compter de minimum 1h30 obligatoire quotidiennement. L'éducation est également toujours présente. Avec plus de 200 enfants et adolescents sur Mars, les professeurs continuent d'enseigner les mathématiques, les sciences, l'anglais et le mandarin, mais aussi la géographie martienne, l'astronomie, la physique-chimie, ainsi que des cours de développement personnel, de survie sur Mars et des projets et plans à venir dans le futur de la planète rouge. Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9h à 17h, sans exception. Il y a plus d'heures de cours que sur Terre, car ceux dédiés à la nouvelle vie sur Mars, survie, astronomie, géographie, sciences et physique spécifique, mais aussi plan futur, représentent plus de 65% des cours. Nombreuses sont les nouvelles connaissances et compétences à apprendre sur cette planète nouvelle. Et chaque élève est déjà amené à choisir une spécialisation pratique afin de lui aussi, dans le futur, travailler dans sa propre section martienne. La discipline est de rigueur sur Mars. L'éducation n'y échappe pas, le but étant de construire un futur solide et pérenne. Concernant les explorateurs et les aventuriers, les meilleurs sur Terre ont été sélectionnés. Ces derniers ont soif de nouveautés et sont habitués à évoluer dans des environnements différents et extrêmes. Ils participent aux explorations martiennes avec nous, les scientifiques et les chercheurs. Ils sont également chargés de photographier, filmer et documenter ce qu'il se passe sur Mars, que cela soit le quotidien de la colonie comme les expéditions ou expériences scientifiques. Quant aux militaires, ces derniers sont très polyvalents. Veiller à faire régner l'ordre n'est pas leur seule occupation. Ils se chargent de toute la communication digitale avec la Terre et s'occupent des relations diplomatiques et politiques. Ils nous aident également, nous, le sommet, avec toute la documentation à effectuer. Ils ont aussi quelque part un rôle législatif, car oui, il y a des lois à respecter sur Mars. Ces 50 militaires ont été sélectionnés et sont parmi les meilleurs et tous possèdent des connaissances scientifiques pointues. En conclusion, ils contrôlent, font régner l'ordre social, protègent, mais aussi assistent le sommet et ont un rôle diplomatique et politique fort avec la Terre. Enfin, terminons avec les animateurs. On pourrait facilement suggérer que leur rôle n'est pas essentiel, et pourtant, rappelons-le, les colons ont dû dire adieu à la majorité de leurs loisirs, passions et activités sur Terre. Alors certes, pour le moment, aucune randonnée dominicale champêtre n'est possible sur Mars, tout comme une sortie bateau, de la plongée sous-marine ou la visite d'un musée. Mais 20 artistes de différentes disciplines sont présents afin de proposer des activités différentes tous les jours, mais aussi animer les soirées et week-ends martiens. Cela permet aux enfants comme aux adultes de se divertir, d'apprendre de nouvelles disciplines qu'ils ne connaissaient pas sur Terre, mais aussi de se relaxer ou de se défouler selon les activités. Ateliers dessin, peinture, guitare, d'échecs, petits concerts ou cours de danse organisés, animation de magie ou encore cours de yoga, de théâtre ou de photographie. Chaque activité compte et les animateurs permettent de redonner le sourire, chasser l'ennui ou la déprime. Les loisirs sont primordiaux. La vie suit donc son cours. Une certaine routine s'est installée. Mais pourtant, aucune journée n'est vraiment la même sur Mars, et encore moins celles qui suivront dans quelques temps. Un jour sur Mars ne dure que 40 minutes de plus qu'un jour sur Terre. En revanche, un an sur Mars est 2 fois plus long. Ici, le printemps dure 7 mois, l'été 6, l'automne en dure 5 et l'hiver 4. Du moins où nous sommes basés, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord martien, les températures peuvent radicalement changer en une semaine seulement. Ces variations se traduisent par de puissantes tempêtes de poussière. Ces tempêtes peuvent boucher tous les appareils électroniques. Pour l'instant, heureusement, aucune de ces tempêtes n'a été violente et aucun dégât n'a été causé. Il s'est passé des choses en 6 mois.
Sur les 1500 œufs qui étaient censés survivre, seulement 854 sont viables. Nous en gardons 50 que nous confierons aux familles dédiées. Les autres seront congelés et prendront naissance plus tard. Ces bébés, actuellement dans des tubes que l'on peut imaginer comme étant des aquariums, dorment et respirent et sont alimentés grâce à des tubes. Il est difficile de l'expliquer, mais cela fonctionne. Les technologies actuelles dépassent désormais tout ce qu'un humain vivant au début des années 2000 pourrait comprendre. Cependant, la croissance est plus longue. Ces bébés seront aptes à vivre dans le monde réel dans encore quelques mois. Comment expliquer cette erreur de pourcentage d'estimation quant aux œufs survivants ? Une erreur de calcul quant au taux de radiation et de gravité si différents comparés à la Terre. Cela nous a pris plus de 2 mois pour comprendre et refaire les calculs, mais au moins, nous apprenons de nos erreurs. Et c'était l'essence même de cette première expérience. Le second vaisseau, qui arrivera au 1001e jour sur Mars, ne reproduira pas les mêmes. En parlant de bébés, de ce côté-là, les nouvelles sont plutôt positives, puisque 5 femmes sont désormais enceintes, 2 de 5 mois, 1 de 4 mois et les 2 autres de 3 mois. Pour le moment, tout se passe bien et les sages-femmes et gynécologues suivent les futures mamans de près. Nous attendons ces nouvelles naissances avec impatience, car dans 7 mois, le premier bébé conçu sur Mars verra le jour. Ce sera un grand événement pour toute l'humanité. Hormis cela, la colonisation de Mars a bel et bien commencé. La création de l'atmosphère est engagée et se fait doucement mais sûrement. Les nouveaux espaces communs sous forme de dômes sont finalisés. Les cultures sous serre intérieure sont toujours aussi généreuses. Les cultures sur sol martien à l'extérieur, elles, continuent de pousser. Quant aux expéditions, celles-ci s'effectuent toujours de plus en plus loin. On en apprend de plus en plus sur notre nouvelle planète. Pas de nouvelles formes de bactéries ou autres micro-organismes, certes, mais des connaissances toujours plus poussées, nous aidant grandement à comprendre davantage la planète rouge. Ce qui complète nos études, nos statistiques et nous aide aussi bien dans nos prévisions que dans nos projets. 1 an s'est écoulé et plusieurs événements positifs comme négatifs se sont déroulés. D'abord, il y a eu une mauvaise nouvelle. Non pas sur Mars, mais venant de la Terre, avec qui nous sommes toujours en constante communication. En seulement 1 an, la situation n'a cessé de s'aggraver. Le climat est de plus en plus inquiétant. Ouragans, incendies, cyclones, montée des eaux, augmentation constante des températures. Le nombre de décès ne cesse malheureusement d'augmenter à une vitesse inquiétante. Les conséquences, hormis les décès, c'est une diminution des cultures et donc la nourriture qui se raréfie. L'urgence est réelle. Nous n'avons plus le temps. Mars doit accueillir toute la population terrestre d'ici 25 ans. Après, il sera bien trop tard. 1 an que nous sommes donc sur Mars. Nous sommes maintenant à environ 1/3 du projet Mars 1000. La première nourriture locale a poussé sur Mars et nous la consommons. Les panneaux solaires et les mini-réacteurs nucléaires nous fournissent toute l'énergie nécessaire. Les voiturettes nous permettent de nous déplacer. Quant au chemin de fer souterrain, celui-ci est en cours de construction. La terraformation continue, progresse de mois en mois. Bien que toujours pas respirable sans combinaison, l'atmosphère martienne n'est déjà plus la même qu'il y a 1 an. Aucune différence n'est bien entendu physiquement notable, mais scientifiquement, elle l'est. À ce rythme-là, nous pourrions être amenés à respirer sans combinaison d'ici 25 ans. Peut-être avant, selon les nouvelles avancées technologiques. Le tout sans souffrir des radiations et du froid martien, car la planète rouge se réchaufferait et l'atmosphère nous protégerait des radiations brûlantes. En tout cas, la vie est plus douce, attrayante et dynamique maintenant que durant les premiers mois. Plus d'espace de vie, de loisirs, plus de serres afin de produire davantage de nourriture, mais aussi plus d'animation. Tout le monde se connaît, se soutient et malgré les quelques guerres de voisinage, histoires matrimoniales ou autres petits conflits minimes, comme il y en aurait dans un village, la paix règne et une solidarité commune semble s'être installée sur Mars.
Les peurs et angoisses du début se sont estompées. Plus personne ne regrette d'être ici. C'est encore plus le cas depuis les dernières mauvaises nouvelles venant de la planète Terre. Ici sur Mars, tout le monde mange à sa faim. Personne ne souffre de la pollution. La montée des eaux n'est pas une crainte. Il n'y a pas d'océan sur Mars. Il n'y a pas d'ouragan ou d'incendie. Et aussi, bien sûr, pas de pression quant à l'argent, la guerre ou encore les mauvaises nouvelles aux infos passant sans cesse à la télévision. L'ennui ? Non, car quelque chose est plus fort que cela, l'avancée, l'innovation, l'espoir. L'espoir ? Il est encore plus grand car récemment, l'un de nos robots est parti explorer Mars beaucoup plus loin et nos analyses ont découvert un nouveau micro-organisme jamais connu jusqu'à présent. Non, nul besoin d'aliens ou d'autres étranges créatures pour dire qu'il y a, ou qu'il y a eu, de la vie ici. Il y a une forme de vie sur Mars, même microscopique. Nous étudions cela de près, mais il va sans doute falloir chercher beaucoup plus loin et certainement plus profond pour en savoir davantage sur cette planète, en partie toujours inconnue. Hope est née. Le premier bébé martien est né. La nouvelle s'est rapidement répandue de partout sur Mars comme sur Terre. Le beau bébé qui aurait pu être néerlandais sur Terre n'a pas de nationalité, pas de ville de naissance, non. Elle, est martienne, tout simplement. Martienne de la toute première colonie, appelée 1000, en référence au nombre de colons qui ont débarqué sur Mars au tout début. Hope est en excellente santé. C'est un immense soulagement pour tous, notamment pour les autres femmes enceintes, ainsi que tous les autres futurs parents songeant à avoir des enfants sur Mars. Un espoir inconditionnel pour toute l'humanité. Les autres bébés martiens ont suivi, et le nombre de femmes enceintes a augmenté. Aujourd'hui, après 1 an et 7 mois sur Mars, 11 bébés sont déjà nés et 17 femmes sont actuellement enceintes. Pourquoi autant ? Car la situation sur Terre s'aggrave et que l'angoisse profonde de voir l'humanité s'éteindre complètement un jour est bel et bien présente. Qui sait combien de vaisseaux viendront sur Mars avant qu'il n'y ait plus d'humains sur Terre ? Aujourd'hui, nous célébrons tous notre 2e année sur Mars. Les festivités sont encore plus grandes que lors du premier anniversaire l'an dernier. Oui, car cette année, il y a encore plus de colons, plus de ressources, plus de nourriture. La colonie 1000 s'est agrandie aussi bien en nombre qu'en taille. Les chemins de fer souterrains sont finalisés. Nous consommons maintenant tous les jours les fabuleux légumes, fruits, plantes, herbes et autres ressources que le sol martien nous offre en abondance. Ce soir, dans la salle des loisirs principale, salle de taille très grande et pouvant accueillir plus de 2000 personnes, les gens rient, mangent, dansent, chantent au rythme de la musique du petit concert organisé pour l'événement. Moi, ainsi que les autres membres du sommet, réalisons un discours à l'occasion de cet anniversaire si spécial et significatif. Et aujourd'hui, ce sont 35 nouveaux bébés qui naîtront dans les prochains mois ou semaines. Quant à ceux chimiquement créés qui étaient autrefois des œufs, ils se portent tous très bien. Pour rappel, ils sont au nombre de 50. Leur famille assignée s'en occupe. Les autres œufs sont actuellement congelés. Ils ne grandiront que lorsque Mars sera plus peuplé, que donc plus de colons pourront en prendre soin. Ou alors, dans le cas calculé, ou pour X raisons, la population martienne serait menacée, alors les œufs seraient une solution de repeuplement. 2 ans et 6 mois sur Mars. Comparé à notre quotidien sur Terre, le temps semble s'écouler plus rapidement ici. Les premiers bébés sont aujourd'hui déjà de petits-enfants. Les adolescents qui étaient âgés de 16 ans et plus travaillent désormais pour des sections et contribuent pleinement au bon fonctionnement de la vie martienne. La nourriture sur sol martien pousse. Les recherches et tests scientifiques poussés de ces dernières années n'ont pas été inutiles.
On sait maintenant comment faire pousser des cultures sur le sol martien. Il s'agit de l'un des plus grands exploits de cette nouvelle humanité sur Mars. Des pommes de terre, des choux, des carottes, des salades et même des tomates. Mais aussi des aubergines, des haricots, des herbes diverses et bien d'autres encore. Notre nourriture se diversifie de plus en plus. Aucun incident n'a été répertorié. Globalement, tout le monde est en excellente santé. Seulement 2 opérations ont été effectuées, dont la première est bénigne. Une appendicite sur un enfant de 10 ans et une tumeur retirée à temps. Les 2 patients sont guéris. Le deuxième vaisseau qui arrivera au jour 1001 pourra arriver l'esprit tranquille. La colonie s'élargira, plus de bâtiments, d'énergie et de ressources seront construits et produits. C'est le commencement d'une humanité nouvelle. 8h du matin. L'alerte est lancée. Une violente tempête de poussière d'envergure frappera Mars tard dans la soirée. Elle arrive tout droit sur nous. Des tempêtes de poussière jusqu'à présent, nous en avons connu, mais celle-ci sera beaucoup plus forte. Bien sûr, nous avons toujours pris les mesures nécessaires afin qu'aucun dégât ne soit causé. Les dômes sont résistants, semi-enterrés, les panneaux solaires sont conçus pour résister à ces vents et tempêtes, les réacteurs encore plus. Quant aux robots, nous les mettons à l'abri lorsqu'une tempête s'approche. Tout devrait bien se passer. 22h. La tempête devrait s'abattre sur la colonie d'ici 1 heure. Tous les matériels et robots extérieurs sont maintenant abrités. Évidemment, chaque colon a ordre de rester chez lui et personne ne doit se déplacer dans un autre bâtiment que sa maison et ne doit en aucun cas sortir à l'extérieur. Il ne reste plus qu'une chose à faire, attendre que la tempête passe. 23h30. Le vent hurle. Des cailloux et des tonnes de poussière sont projetés dans les airs. Et l'on peut entendre le bruit de ces projections fortement retentir contre les toits. Le vent siffle parfois si fort que le son aigu qui s'en échappe nous réveille. Il s'agit bel et bien de la tempête de poussière la plus violente qu'on ait jamais connue. Nous sommes tous réfugiés chez nous, dans nos habitats respectifs, essayant de trouver le sommeil. Nous ne sommes pas forcément inquiets, environ une dizaine de tempêtes de poussière ont déjà eu lieu depuis le jour 1. Minuit 12. Un énorme bruit sourd retentit. Un bruit fort, même assourdissant, un bruit métallique, comme si un caillou immense avait heurté du métal. Un son si fort qu'il m'a instantanément réveillée. Je sors immédiatement et frappe à la porte de mon collègue le plus proche, Ganesh. Nous nous rendons alors directement dans la salle de contrôle, où les caméras extérieures montrent ce qu'il se passe. Après quelques secondes, Mike nous montre la raison de ces bruits assourdissants. L'un des principaux panneaux solaires, le plus gros, s'est brisé en plein milieu. Il est complètement fendu en 2 et des milliers de petits éclats semblent être étalés sur le sol. Avant même que l'on discute de la situation, c'est un autre bruit sourd, moins fort cette fois, qui se fait entendre. Une pierre vient de briser un autre panneau solaire. Heureusement, seulement une partie, celle de droite, laissant le panneau tranchant comme un rasoir. Les pierres projetées ne sont pas immenses, mais les vents, en revanche, sont extrêmement violents. Il est maintenant difficile de percevoir quelque chose sur les caméras, tant la poussière vole de partout. Heureusement, les cultures extérieures sont protégées par des dômes profondément enterrés dans le sol, en espérant qu'ils tiennent le coup. Il n'y a pour l'instant rien que nous puissions faire afin d'arranger la situation. Nous devons attendre demain matin que la tempête passe afin de fixer les panneaux. Nous retournons donc chacun dans nos lits vers 1h30 du matin. Je me réveille, épuisée par la nuit passée. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil avant environ 3h du matin, heure où la tempête a commencé à se calmer. Je me rends vers le laboratoire. Je m'empresse alors dehors et le paysage défilant sous mes yeux me paraît totalement inconnu.
Des éclats de verre étalés un peu partout, minuscules, mais assez brillants pour se refléter sous le soleil. Des pierres, petites, moyennes, également omniprésentes sur le sol. La serre extérieure ? Totalement enterrée sous des mètres de poussière. Quant à tous les bâtiments, ils sont toujours visibles, mais une grosse couche de poussière recouvre les toits. Nous allons maintenant tous nous activer afin de dégager la serre, la rouvrir, nettoyer et sauver les panneaux qui peuvent être sauvés. Les panneaux n'ont pas pu être complètement réparés. Fort heureusement, nous en avons d'autres stockés dans le vaisseau principal. Mais les dégâts causés ont engendré une diminution de nos ressources énergétiques. Cela a également semé le doute et la peur dans la population. Pour la plupart des personnes, nous aurions dû, nous les scientifiques, prévoir ce genre d'événement et protéger les panneaux. Des personnes ont protesté et mon collègue chinois Lin souffre maintenant de dépression. Il a tellement culpabilisé de cette erreur de notre part qu'il est maintenant obsédé par la sécurité de notre colonie. Nous aurions dû éviter ce terrible accident. Mais comment prédire que le vent serait si fort ce soir-là ? Nous savions que les vents sur Mars pouvaient atteindre les 400 km/h, mais rien ne prédisait qu'ils excéderaient cette vitesse-là cette nuit-là. L'essentiel est qu'il n'y ait pas eu de perte humaine. Andrzej a 18 ans. Adolescent, au caractère fort, il est le genre d'élève à sécher l'école, les cours de yoga et à toujours vouloir s'amuser et éviter les responsabilités sur Mars. Il fait partie de ces jeunes qui n'ont pas eu le choix de suivre leurs parents et donc de quitter la Terre. En effet, son père est l'un des chirurgiens et sa mère, l'une des chercheuses du vaisseau. Ils ont de grosses responsabilités. Ce sont des personnes très aimables, aidantes, sérieuses et très respectées dans la colonie. En revanche, Andrzej, lui, n'aime pas la discipline, le sérieux et encore moins les responsabilités. Ce qu'il aime, la musique, les sensations fortes, l'aventure. Ce qu'il aimait encore plus, la Terre. Voilà alors que cette nuit d'été martienne, à 5h25, il arrive à voler une voiturette d'exploration et part loin de la colonie. Ce n'est que vers 20h du soir que l'absence d'Andrzej se fait notifier. En effet, ses parents, occupés par le travail, ne remarquent pas son absence. Quant à sa professeure, elle a l'habitude des absences de cet élève turbulent. À 22h, il est clair et rendu officiel qu'Andrzej a disparu. L'absence de la voiturette se fait également remarquer. La caméra montre le jeune homme en action. Andrzej se trouve en fait actuellement à déjà plus de 35 km de la colonie. Il s'ennuyait. Il avait simplement envie d'explorer de nouvelles terres martiennes. Il a aussi volé un équipement et des provisions. Le jeune homme a juste envie de s'amuser et ne pense pas aux conséquences de ses actes. Des recherches sont alors immédiatement lancées. Andrzej est retrouvé et ramené à la colonie. Le jeune garçon aurait pu mettre tout le monde en danger, mais heureusement, aucun drame ne s'est passé. Il sera sanctionné et puni de travaux forcés. La loi s'applique et Andrzej est majeur. C'est le premier cas de fuite, de vol de matériel et de non-respect des règles de sécurité qui a lieu sur Mars. L'excitation est à son comble. Le prochain vaisseau qui ramène cette fois-ci 10 000 terriens arrivera dans quelques jours. La colonie ne cesse de s'améliorer, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'un souffle nouveau, de nouvelles âmes, de nouvelles aides, de nouvelles forces. Nous sommes le jour 990 sur Mars. Nous sommes arrivés au nombre de 1000. Nous sommes aujourd'hui 2282 habitants. Mais un drame vient de nous ramener ce chiffre à 2222. Une explosion, des flammes, de la fumée montant haut dans le ciel, des hurlements, des pleurs. Un mini-réacteur nucléaire a explosé. La cause ? Une simple erreur humaine. Au total, 57 morts, 18 blessés, dont 9 graves. Principalement des bricoleurs et techniciens, mais aussi Helmut, notre collègue allemand du sommet.
Toutes les personnes situées dans le périmètre autour du mini-réacteur et les personnes y travaillant ont été touchées, c'est-à-dire dans un rayon de 2 km autour. C'est l'urgence, c'est la panique générale, mais il n'y a rien que l'on ne puisse faire. Il s'agit d'un réacteur nucléaire. Même mini et éloigné, il faut appliquer le protocole de sécurité. L'alarme sonne. Nous nous réfugions, tous dans nos abris. Fort heureusement, dans ce malheur, il s'agissait du mini-réacteur le plus éloigné de notre colonie. Autrement, les pertes humaines auraient été encore plus désastreuses. 3 personnes, des proches de défunts, dévastés par cet incident, se donneront la mort dans les jours à venir. Cet incident fut terrible, brutal, violent. Il a énormément affecté l'ensemble de la colonie, sans exception. La situation avec le réacteur a pu être réglée rapidement. L'erreur était bien humaine. Nous en connaissons maintenant l'origine. Nous allons une fois de plus devoir davantage redoubler de précautions et de prévention. C'est la première fois depuis notre arrivée sur Mars que je pleure autant. Nous sommes tous en deuil, du chagrin, de la tristesse, de l'incompréhension, un sentiment d'impuissance ultime. Nous avons réussi à nous installer sur une autre planète, pas à la conquérir. Gérer, modifier son climat, son sol, son atmosphère, mais pas comment la contrôler. Nous n'avons pas su comment dompter la Terre. Nous ne pourrons pas dompter Mars. Nous devrons nous adapter à ces tempêtes, mais aussi aux erreurs humaines. Une lumière éclatante m'éblouit, celle de l'espoir, du renouveau, celle de l'évolution, celle de la continuité, du progrès, des erreurs apprises, du changement, celle de la vie. Nos frères arrivent.